Allora, avete visto negli stand le magliette? Avete visto come sono carine? C'è il logo, c'è il paese, ci sono di tutti i colori, Ok. Dopo aver ascoltato Karin Corrò e aver visto i suoi attori sullo spazio scenico e per le piazze di Orvieto e di Roma, vogliamo adesso fare un grande salto verso gli spazi silenziosi e sconfinati delle montagne. Ah, il faut que je traduise en français. Donc après avoir écouté Karin et après l'avoir suivi sur les espaces, sur les places d'Orvieto, de Rome, de Brooklyn, maintenant on fait un grand saut pour entrer dans des espaces beaucoup plus grands, les espaces des montagnes. Abbiamo con noi un appassionato di montagna e di natura, grande conoscitore sia del suo nativo canton vallese che delle pendici del Makalu, famoso 8.000 vicino all'Everest, a circa 200 km ad est da Katmandou. Nous avons aujourd'hui avec nous un passionné de montagne et de nature, très grand connaisseur non seulement de son canton natal, du Valais, mais aussi des pentes du Makalu, le 5e sommet du monde à 8000, un petit peu à l'est de Katmandou, proche de l'Everest. Dopo un viaggio in Nepal, strinse una forte amicizia con una famiglia di quella regione e fondò con loro un'agenzia di trekking. Et après un voyage au Népal, vous nous raconterez bien sûr tout ça beaucoup plus en détail, mais vous avez lié une amitié très forte avec une famille de Sherpas et vous avez fondé avec eux une agence de trekking. Ha dato inizio anche ad un'associazione chiamata Amici del Nepal, dedicata tra l'altro alla promozione della permacultura, ma ci spiegherà lui stesso la nascita di questa avventura. Armand Dussault ha anche fondato a Alò il Museo BIS, in cui recupera i canali di irrigazione tipici del canton vallese. Et donc Armand Dussault a aussi fondé à cette occasion une association d'entraide entre la Suisse et le Népal. Je ne saurais pas le dire en népalais, mais... Népal Kosanti. Népal Kosanti. Amis du Népal. Les Amis du Népal, dédiés, entre autres choses, à la promotion de la permaculture. Ça aussi, vous nous l'expliquerez. Et puis, il a fondé, je ne sais pas si quelques personnes d'entre vous ont eu la chance de parcourir les rues de Hayan. Hayan, autour du Valais. Hayan. Il y a un musée, le musée des Bis, qui sont des petits canaux d'irrigation typiques du Valais. Et ce musée a été fondé, créé de toutes pièces par Armand. Je suis très, très heureux de pouvoir vous recevoir ici. Merci. Armand. Non seulement parce que vous êtes un petit peu un ami de la famille, à travers Père Alexandre, à travers Sophie, mais aussi parce que vous nous communiquerez des choses toutes simples sur des paysages et une nature dont que vous avez observé pendant des heures, des années, des mois, des années. Et c'est cette capacité qui est tout à fait extraordinaire, dont nous avons tant besoin, cette capacité à regarder, à prendre du temps avec une grande patience, et qui fait qu'après vous avez pu vous engager dans ces aventures des diverses associations, des choses que vous avez fondées. Merci beaucoup. Bien donc, par avance, je vous remercie pour vos images et pour vos récits. Merci de m'avoir invité à venir ici. J'ai découvert avec beaucoup d'émotion toute cette fraternité qu'il y a dans votre point-cœur. Et j'avais un peu d'émotion d'accepter cette invitation parce que parler de soi-même n'est pas toujours très, très intéressant. Enfin, c'est ce qu'on pense. Il peut apparaître que j'ai fait beaucoup de choses, mais en fait, j'ai le privilège d'avoir vécu longtemps. C'est la seule chose, en fait, parce que après la retraite, au lieu de ne rien faire, j'ai pu m'engager dans beaucoup de choses. Je vais commencer par vous présenter un film. C'est un petit bout de film qui a été réalisé il y a maintenant un peu plus de 3 ans.
Et c'est le début de cette aventure de la permaculture au Népal. Donc le film a été réalisé dans les premières semaines d'activité dans ce sens. Et j'y reviendrai en fin de conférence pour en parler d'une manière, pour la suite qui a été donnée à ce film. Voilà, vous pouvez là. Comme ça. Un peu plus loin. Comme ça. Les jardins du ciel, il en a rêvé pour son village, pour la terre de ses ancêtres. Tendy Sherpa est une légende. Il a gravi 11 fois l'Everest. Pour ses amis Sherpa, il est un sage. Pour les étrangers, un héros. Une reconnaissance internationale mise immédiatement au service des siens. Départ pour un voyage de plusieurs jours qui le mènera au pied des 8000, non loin du Makalu, dans cette région isolée qu'il a vu grandir, le Kembalung, à l'est du Népal. La destination est encore lointaine. Après l'avion, des heures de bus pour rejoindre Katbari, dernier semblant de vie urbaine, dernière localité où les achats sont encore possibles avant de s'enfoncer dans des vallées sans fin. Lui, c'est Tenzi, le cousin de Tendy, chargé du transport alimentaire. Dorénavant, l'expédition devra compter uniquement sur les vivres achetés ici. Tout prévoir, ne rien oublier car il faut compter 4 jours de marche pour atteindre le village de Gontala, lieu choisi pour donner vie à ce tout premier jardin collectif. Nous sommes ici sur les terres de l'ethnie Rai, propice à la culture du riz. Les porteurs connaissent bien l'itinéraire. La plupart viennent aussi du Kembalung. Les premiers à avoir bénéficié de la générosité de Tendy. Avec ses amis suisses, il a lancé une ONG, Nepal Kosati, les Amis du Népal. All of these guys here, these young people here, they have been received the support of Nepal Kosati for their educations for many years, and now they have finished their school, and some of them are still studying at the college, but most of them have now, just about to finish, and they start to work. Enfin arrivé, Armand Ducet est venu à la rencontre des deux cousins. Il a hâte de leur montrer ce que les villageois et lui-même ont réalisé en quelques semaines à peine. Voilà, Tendy, je te présente mon jardin. Ah, mais c'est joli ça aussi. Ah, ça c'est joli, ouais. Ah, bon. Un tunnel. Ouais. Et une serre, après encore un tunnel. Là-bas, le poulailler. Vous avez avancé beaucoup. Et on a tout fait des piquets. 70 piquets. Bienvenue à Gontala, un village comme il en existe tant au cœur de ces hautes vallées, à plus de 2000 mètres. Ici vit une dizaine de familles. À cette altitude, les conditions de vie sont rudes. Le riz ne pousse plus, on se contente de peu. Les repas ne sont guère variés. Dès lors, le jardin en permaculture apparaît comme une évidence. Notre projet ici à Gontala est d'initier la population de ce village et des autres villages environnants, souvent situés à plusieurs heures de marche, à la permaculture. Pour cela, nous avons fait ici un jardin modèle, et dans ce jardin modèle, nous créons toutes les conditions qui nous permettent de faire comprendre, plutôt que par des théories, comment procéder pour créer des jardins. Le but est que chacun, par la suite, essaye de reconstituer chez lui ce que nous faisons ici. Pour Tamba sera le jardinier en charge de l'exploitation lorsque tous les bénévoles occidentaux seront repartis.
Très en vogue en Occident, la permaculture a l'avantage de varier et de densifier les récoltes. Mais cela ne s'improvise pas. Si on plante le bambou, Oui. on plante quelque part ici. Oui. Ici, donc, on a le fossé qui fait comme ça, et tout ça, ça peut être occupé par les malines. Ah, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. D'accord. Ça servira pour couvrir le terrain par la suite. यहाँ चाहिँ भयो भने यता चाहिँ मालिङ्गा रोप्ने कि यहाँ चाहिँ मालिङ्गा रोप्ने रहेछ किनकि मालिङ्गा रोपेपछि अब He came here about 15 years ago, and then he explored. He met with every people. He got to study the life of the people and everything from here. And then he found out that the life here is pretty hard. Difficile en effet. Les animaux sauvages qui saccagent les maigres récoltes, une autonomie alimentaire nettement insuffisante, les jeunes qui partent se faire engager sur des trekkings et qui ne reviennent pas. Kamsou, le père de Tendi, ne regrette pas son départ pour Katmandou. Son fils a pu ainsi accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, il prend conscience que les conditions de vie, ici, sur ses terres natales, peuvent être clairement améliorées. L'envie de revenir vivre au pays lui trotte de plus en plus dans la tête. Les techniques utilisées en permaculture respectent le savoir-faire local. Elles sont simplement des vecteurs d'amélioration et de complémentarité. La population produit très bien les nourritures vivrières. Par contre, ça manque cruellement de variété. Les légumes se résument à 2-3 légumes qui ne font pas autrement que cuits à l'eau ou à la graisse. Donc, notre idée, c'est d'introduire une grande variété de légumes et les inciter à consommer plus de légumes. Et de fruits aussi, parce que pour le moment, il n'y a aucun fruit. Cette grelinette a voyagé dans les bagages d'Armand. Elle restera là après son départ. Il faut dire que l'outillage traditionnel est archaïque et peu efficace. Fourche-bêche, pioche conviennent parfaitement au développement de la permaculture. Inutile donc de s'encombrer de grosses machines. À présent, l'important est de transmettre ces nouveaux gestes à tous les habitants. La fabrication de la protection qui isolera le jardin des animaux sauvages prend du temps. Elle se fait uniquement avec du bois et des lianes trouvées dans les forêts alentours. Tendi se fait un point d'honneur à transmettre le plus précisément possible le concept de ce jardin d'un nouveau genre. Aux villageois de réaliser quels bénéfices ils pourront en tirer par la suite. Jour après jour, la communauté s'imprègne du savoir-faire des bénévoles venus de Suisse, sensibles à cette démarche 10 novatrice. cm au-dessus du sol, c'est une partie très vivante du sol, par les micro-organismes, les bactéries et tout. Et dans le retournement du terrain, comme il se fait en agriculture classique, tu tues tout. Et ça met des fois des semaines, des mois pour générer. Et si tu utilises des engrais chimiques en plus, ça ne se renouvelle plus jamais et tu assistes à la perte d'activité du sol. Le sol ne devient plus qu'un support pour des engrais chimiques. Deux cultures, deux visions qui se rejoignent sur un point. La terre est précieuse. Elle est généreuse si l'on s'en occupe bien. Par exemple, comme ça, et on met le bois comme ça. Ici, le sol est d'une grande richesse. Jamais le moindre engrais chimique ni pesticide. Une base essentielle pour ce jardin modèle de 600 m² à disposition de toute une communauté. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Les religieuses et tous les habitants des villages voisins sont conviés pour donner le coup d'envoi à ce projet rassembleur. Les nonnes vivent bien modestement. Leurs besoins sont minimes. D'autres, au contraire, se réjouissent d'accéder à ces denrées dont la plupart leur sont encore inconnues. Radis, asperges, courges, tomates. Et pourquoi pas se faire aussi un peu d'argent en les commercialisant. Moment solennel lors de la mise en terre de la première graine.
Ça, c'est la première chose qu'on va manger. C'est que je mets ici. C'est manger cru. Tendi joue un rôle indispensable dans le lancement de ce jardin, véritable courroie de transmission entre ce monde retiré et l'engagement des amis occidentaux. Tout cela dans un respect mutuel, en toute simplicité. Chacun a pu exprimer ses envies et poser toutes sortes de questions. We had a big gathering of the people from 5 different villages, and there was a representation of the president of each village, president of the school, the community, and then a majority of the women, because they are the one who are mostly involved in working on the field. So the women have much more ideas on cultivation than the men here. Soji explained how to put the vegetables. So we have received so many seeds of the vegetables from Switzerland. Probably we have never seen those vegetables, especially the people in this village might not have seen those vegetables yet. So they're very excited to see how they look like when they grow up. Les techniques de culture ont traversé les âges, les mêmes gestes transmis de génération en génération. Mais aujourd'hui, l'orge, les lésines, les pommes de terre, le maïs ne suffisent plus. L'urgence, c'est d'augmenter le nombre de variétés et la productivité agricole. Quand on marche sur le terrain cultive, le pied, tu sais, si on arrive à faire ici un centre de formation de permaculture, c'est gagné sur toute la ligne. C'est tout le village qui va en bénéficier et ça peut être même tout à fait intéressant pour des gens qui viennent visiter, des Européens qui viennent visiter parce qu'ils font ailleurs la même chose. Donc on a tout un tas de choses qui peuvent venir autour. Oui, j'ai pas mal regardé et pensé sur cette idée de construire une loge dans chaque étape, depuis Cadbury jusqu'à Saïsima. Et puis en descendant par le Kopadara et jusqu'à Elodie. Ici, comme on est en milieu bouddhiste, j'ai donné à la partie centrale du jardin une forme de mandala, donc plusieurs cercles concentriques. Ça correspond à rien exactement, mais ça a fait un grand plaisir à toute la population. C'est un endroit qui est très paisible. D'ailleurs, si les bouddhistes ont considéré cette terre comme une terre sacrée, ils appellent ça le Kambalung. C'est toute une région formée de plusieurs villages qui est pour tous les bouddhistes d'une région assez éloignée un lieu de recueillement et de pèlerinage. Les gens viennent de loin ici simplement pour trouver la paix et se recueillir. Reste une grande inconnue dans cette nouvelle aventure. Les villageois feront-ils perdurer le projet? Construction d'un pont et d'une école, réhabilitation du village de Saïsima, soutien financier, l'aventure de Népal Kosati se poursuit donc avec la création de ce jardin innovant, si cher aux porteurs du projet. Je souhaiterais bien qu'il y ait d'autres personnes que moi qui s'intéressent à ce projet, qui puissent encore y participer. Bien sûr qu'on a besoin de gens qui nous aident financièrement, mais on a aussi besoin de gens qui s'investissent. Il faut au minimum un mois pratiquement pour venir utilement participer à ce projet, faire quelque chose ici. C'est ce que je souhaite, c'est que ça continue. Moi, je n'ai plus l'âge de revenir ici bien des fois. Il y a quand même plusieurs jours de marche pour y arriver dans des terrains très abrupts. Donc, je souhaite que le projet ne finisse pas avec moi, mais continue.
Voilà, on va revenir en arrière pour ce qui s'est passé avant et après. Dans la trentaine, avec ma famille, 3 enfants, un emploi stable de fonctionnaire à Genève, ma vie me semblait toute tracée et à l'abri du besoin. Cette vie ne me satisfait pas vraiment, mais la pratique de l'alpinisme, du ski, me permettait d'alterner ma vie professionnelle et mes loisirs. J'essayais aussi de partager cet amour de la nature avec mes enfants, en passant une bonne partie des vacances et congés scolaires avec eux dans la montagne. C'est pas ça comme ça. Je sais pas. Vous entendez ou bien c'est pas bien? Merci. J'essayais aussi de partager cet amour de la nature avec mes enfants en passant une bonne partie des vacances, congés scolaires avec eux en montagne et dans la nature. Le retour définitif à la montagne s'est imposé lentement au point de devenir une évidence, une nécessité. C'est ainsi que j'ai sacrifié un avenir sans problème pour vivre autrement, en contact plus étroit avec la nature, mais aussi avec les autres. Ma connaissance de la montagne et du ski m'a permis d'occuper un poste de responsable de la sécurité hivernale dans une station de montagne. Comme guide de randonnée l'été, je parcourais la montagne en partageant avec les touristes mes connaissances et mon amour de la nature. C'est ainsi que j'ai eu la grande chance de vivre aussi cette passion avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'âge adulte. On va présenter quelques photos de ces débuts. Voilà la région dans laquelle je suis revenu. Donc c'est une petite station qui s'appelle Anzère, au-dessus de Sion, dans le Valais central, face aux Alpes bernoises. Donc ça se trouve sur la rive droite du Rhône et en face, sur la rive gauche, on a toute la grande chaîne des Alpes valaisannes avec notamment le Cervin ou Matterhorn. C'est une région avec des paysages magnifiques et c'est là que j'ai eu l'occasion, plutôt que de guider des gens en haute montagne, de les amener dans la vraie nature, de leur faire découvrir les choses simples, mais belles, et amener les touristes à vraiment se pencher et regarder, non plus marcher d'une manière sportive, mais plutôt dans la nature et avec une vision un peu plus claire de tout ce qu'on voit. J'ai mis quelques photos, certaines sont plus anciennes, d'autres plus récentes, mais chacune veut montrer en fait comme ça peut être magnifique de voir avec un œil profond toutes ces beautés de la création, de la nature, de tout ce qui fait le bonheur d'être dans la nature et dans la montagne. Il y a un barrage qui est au-dessus de chez nous. Ça, c'est mon église paroissiale, tout près de chez moi. C'est Saint-Romain. C'est l'endroit où le Père Alexandre a dit sa première messe, il me semble. Alors, dans la nature, bien sûr que j'ai une passion particulière pour la botanique. Et dès qu'on se trouve un peu en montagne, on découvre vraiment des fleurs rares et tellement belles, avec des couleurs tellement éclatantes qu'elles paraissent un peu artificielles. Voilà une grande astrance, mais je pense que les noms ne sont pas forcément importants.
Cependant, quand on les connaît un peu, je crois qu'on les aime mieux quand on sait, on est capable de les reconnaître. Une pulsati ou anémone alpine, et les gentianes bleues qui nous frappent tellement par cette couleur tellement intense. C'est une couleur difficile à représenter, que la photo n'est pas toujours très représentative. C'est vraiment quand on les voit dans leur écran naturel que c'est quelque chose de magnifique. L'Edelweiss, que tout le monde connaît, puisqu'elle est l'emblème même de la flore alpine. Et c'est toujours beaucoup d'émotion de l'observer, de la rencontrer. Là, en amenant des gens à la découverte de la nature comme ça, j'ai beaucoup eu de partage, d'amitié avec des tas de gens et vraiment un plaisir de partager, vraiment, qui m'a beaucoup fait de bien à moi-même. Si j'ai apporté quelque chose aux autres, c'est surtout à moi-même que je me suis apporté beaucoup de choses. Donc là, j'ai préféré ça à l'alpinisme, bien que j'ai continué à faire à mon compte des tas d'ascensions. On a une vue au-dessus du lac Léman, bien sûr que comme les Alpes sont proches du lac, on a une vue plongeante sur le lac Léman qui est depuis une montagne toute proche. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà les sources d'une rivière qui s'appelle la Lienne et qui donne naissance à une série de bis. Donc là, on va commencer à parler un petit peu des bis. Parce que les bis, pour nous, pour les Valaisans, pour beaucoup de Suisses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ce sont des canaux d'irrigation qui courent à flanc de coteau, qui prennent leur eau dans des rivières glaciaires, qui ont suffisamment d'eau en été, pour les conduire à flanc de coteau jusque dans les pâturages pour l'irrigation. Alors j'ai alterné toujours ces promenades dans la nature et la découverte des bis pendant plusieurs années. On continue un peu. Dans mon travail d'hiver, j'ai pas grand-chose à dire si c'est un travail passionnant, puisque je m'occupais de la sécurité, surtout de la sécurité avalanche. Donc j'ai déclenché des milliers d'avalanches à partir d'un hélicoptère. Donc si vous êtes impressionné par une grosse avalanche que vous pouvez voir dans un film, sachez que moi, après avoir vu des centaines, peut-être des milliers, j'ai toujours la même émotion en voir cette puissance de la nature qui est bouleversante. Malheureusement, quand on déclenche soi-même, on joue un peu les apprentis sorciers et on a à chaque fois des émotions très fortes dans la crainte que l'avalanche va bien plus loin que ce qu'on avait calculé. Alors ça a occupé 24 ans quand même, pendant tous les hivers où j'ai fait ce travail. Et en même temps, là, beaucoup de randonnées dans la neige, randonnées à raquettes, randonnées à ski, et également en accompagnant des gens. Quand j'arrive dans la cinquantaine, je reprends l'exploitation d'un refuge de montagne, une cabane, comme on dit en Suisse. Sur un parcours de grandes randonnées alpines, je reçois, loge, nourris, conseille les randonneurs qui y passent la nuit ou qui font simplement une visite. C'est encore une occasion de partager et de cultiver un peu l'amour des autres. Quelques photos de cette région où j'avais ce refuge à 2500 mètres d'altitude. Suivante. Voilà ce paysage absolument magnifique, très minéral, puis c'est dans des milieux calcaires, donc il semble qu'il n'y ait aucune végétation. En réalité, quand on sait se pencher entre les pierres et tout, on voit de pures merveilles. Mais à première vue, c'est vraiment un paysage minéral qui
qui surprend par une beauté vraiment farouche, sauvage, mais où on peut avoir beaucoup de plaisir. Alors là, j'ai vécu tous les étés durant une quinzaine d'années. Voilà l'intérieur qui était assez simple, rustique, voilà le réfectoire où les gens pouvaient manger, donc on recevait environ 30 à 40 personnes par jour quand même. Et dans la photo suivante, c'est un dortoir, vous voyez, c'était pas des chambres individuelles vu les difficultés, mais c'est un endroit où on n'avait pas d'électricité, pas de bois, donc il fallait tout transporter par hélicoptère. C'était un endroit bien isolé. Et quand on est gardien d'un refuge comme ça, il arrive fréquemment, surtout dans la période de printemps où il s'est encore très enneigé. En cas de mauvais temps, personne ne pouvait venir. Et ce qui fait que j'ai eu plusieurs fois l'occasion formidable de vivre 10 jours en solitaire, sans pouvoir même sortir de la cabane, avec la tempête dehors tout le temps. Donc, expérience aussi un peu de méditation, de retour sur soi, de réfléchir à ce qu'on est et où on va. Voilà, devant le refuge, avec des tables et tout, parce qu'il y a toujours des grandes transitions de température. Quand il fait beau, il peut faire très chaud, et dès qu'il y a un nuage, dès que le soleil se cache, les températures tombent très fortement. Chaque année, le 15 août, on fait une fête à cette cabane avec la messe. Et il y a quelques années, c'est le Père Alexandre qui est venu officier à cette messe en altitude. Et le voici un peu mieux pour ceux qui le connaissent. Ce lien d'amitié est tellement facile dans ces conditions-là que je n'ai pas manqué. Je connaissais sa famille, je ne le connaissais pas personnellement, mais depuis, j'ai avec lui un rapport qui nous est très sympathique. Et l'hiver, c'est souvent des mètres de neige sur ce refuge, sur cette région, donc pas grand-chose à dire sur la nature, sinon des traces d'animaux. On ne les voit pas, mais quand on se promène dans la neige et qu'on voit des tas de traces qu'on peut identifier, c'est toute une vie qui devient visible. Et voilà un bis. Voilà un bis. C'est canaux d'irrigation. Alors bien sûr, le plus souvent, ils sont simplement tracés dans le terrain, donc pas de caractère particulier, c'est un banal canal si on veut, mais comme il est à plat, dans des beaux décors et tout, c'est très fréquenté par les touristes. Il y a aussi des œuvres plus particulières, notamment la traversée de terrains instables, où autrefois il y avait des canaux en bois, et par la suite des canaux faits en métal. C'est vraiment quelque chose qui est très variable. Quand on parcourt un bis, on a toutes sortes de techniques qui apparaissent. Et ces techniques, elles remontent à la construction des bis. Les bis ont été construits principalement au 14e, 13e, fin du 13e, 14e siècle, mais il y a des bis beaucoup plus anciens, mais dont on ne connaît pas exactement l'origine. Les passages dans les falaises de rochers interpellent beaucoup, parce que c'est des constructions en bois vraiment d'une manière très très spectaculaire. Donc ici vous voyez un premier plan. Alors ça c'est une photo qui est vraiment très belle, parce que j'ai participé à la reconstruction de ça en 1991 ou 91. Et cette photo a eu beaucoup de succès, et elle va figurer sur le prochain billet de 100 francs suisses qui va sortir Donc si vous êtes en Suisse et vous venez en Suisse, quand vous aurez un billet de 100 francs,
penser qu'il peut représenter autre chose que de l'argent. Ceci m'a amené justement à la création du musée des bis, qui est un musée sur toute l'histoire de ces bis et les techniques de construction, l'organisation sociale autour des bis. On peut voir les photos du musée. Alors, ça, c'est surtout à l'âge de la retraite, en quittant mes fonctions de responsable hivernal et de gardien de cabane. Je retourne à une autre passion qui m'avait imprégné lorsque je travaillais comme guide de randonnée, les bis. Le flanc des montagnes valaisannes sont parcourus de canaux d'irrigation que nous appelons bis. Construits principalement durant le Moyen-Âge, ces canaux représentent un très grand intérêt historique, patrimonial, social, touristique. C'est ainsi que j'ai initié le projet de créer un musée vulgarisant toutes les connaissances des bis. Aujourd'hui, le musée valaisan des bis a 7 ans d'existence et reçoit chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Cette réalisation terminée et transmise, comme il me restait pas mal d'énergie, j'ai pu me lancer à fond dans mon association népalaise après avoir aidé à la scolarisation des enfants et fait en sorte que tous les enfants de la vallée puissent fréquenter l'école, ce qui est le cas maintenant. Nous avons initié ce projet en permaculture dont vous avez vu quelques images dans le film de tout à l'heure. Alors on peut avancer. Voilà, comme j'ai vécu pendant des années, j'ai fait du trekking au Népal, j'ai organisé des trekkings pendant une quinzaine d'années, mais si on additionne tout, ça fait quand même beaucoup trop, mais c'est chaque fois des périodes courtes quand même dans l'année, il ne faut pas se leurrer. Voilà, les chemins de randonnée au Népal sont souvent très abrupts, avec des passages difficiles qui demandent quand même si ce n'est pas des difficultés d'alpinisme, quand même souvent pas mal de courage pour parcourir ces terrains. Donc voici un petit pont qui traverse un torrent qui, à l'époque des moussons, peut être infranchissable. Voilà, on continue. Voilà, alors, là, on reprend une vue du jardin, mais 2 ans plus tard. Donc, là, il a produit des tas de légumes. J'ai pu voir 2500 mètres au Népal, c'est quand même au 28e degré de latitude. Donc, comme l'Afrique du Nord, il fait relativement chaud. Il y a des hivers moins abrupts, moins rudes que chez nous, qu'en Europe. Et j'ai pu permettre de faire des cultures toute l'année. Comme c'est pratiquement à l'absence de gel, on a initié des plantations d'automne qui ont permis ce qu'ils n'avaient jamais fait eux, parce qu'ils n'avaient pas osé le faire. Et on a pu avoir des résultats, des petits pois au mois d'avril, des pommes de terre aussi très tôt et tout, ce qui a pu leur éviter d'attendre trop longtemps l'arrivée des légumes. Souvent, la fin de l'hiver et le début, c'était un moment de disette, si ce n'est de famine. Et ces cultures, de cette manière, ont permis vraiment d'aller de l'avant. Voilà, ça a poursuivi avec la formation des femmes. On a donné des cours aux femmes, des cours théoriques, mais aussi pratiques. Ces cours étaient un peu assez ardus, parce que moi, je ne parle pas l'anglais, personne ne parle le français. J'ai appris le népali, mais c'est une langue qui est quand même pas facile. Maintenant, bon, je m'en sors bien et j'arrive à communiquer et à transmettre. Alors, j'y suis retourné 2 fois par année, printemps et automne, et je vais continuer tant que Dieu me prête vie ou me prête des jambes suffisantes pour y arriver.
On a initié plusieurs mouvements, notamment la création d'un fonds communautaire, parce que les gens vivent un peu jour le jour, n'ayant que très peu d'argent. Et avec un fonds communautaire, on a institué une épargne, même si elle est minime, qui peut permettre d'être utilisée lorsqu'une personne doit être hospitalisée ou quand il y a un événement particulier dans une famille. Alors cette année, ça a démarré comme ça. On a pu aussi apporter des livres notamment sur l'agriculture, sur la permaculture, pour qu'ils puissent aussi se pencher dessus, et qui sert aussi pour l'alphabétisation, parce que, en tout cas, les femmes sont allées souvent très peu à l'école et savent à peine lire, donc d'avoir des possibilités de lire leur permettre d'améliorer leur capacité de lire. Donc quelque chose aussi de très utile. Je termine avec cette image d'une école. Beaucoup d'enfants, il n'y a plus d'école dans la région immédiatement, donc les gens doivent aller à 2 jours de marche pratiquement pour aller à l'école, donc ils vont vivre là-bas pendant l'école. Alors il y a des femmes du village qui vont habiter là pendant la période scolaire et peuvent prendre plusieurs enfants, 3-4 enfants. Donc, et là, on a également créé des jardins. Et comme c'est plus bas en altitude, et puis qu'on a une des femmes qui est vraiment très efficace, qui a bien compris ces systèmes. On a un jardin vraiment florissant pour les gens qui sont là-bas. Voilà, j'espère que tout cela continuera malgré moi. Mais en attendant, j'essaye encore d'y aller. Si des gens peuvent m'intéresser de voir, je vais laisser traîner par là quelques livres que j'ai écrits. Un sur le Népal, sur Tandi Sherpa, qui est ce que vous avez vu en début du film, qui est un grand alpiniste qui maintenant a fait plus de 12 fois l'Everest, de tas d'autres 8000, qui contient une activité vraiment débordante au point de vue alpinisme. Et puis l'histoire de sa famille, qui est vraiment une histoire passionnante de migration, de moments difficiles et tout. Et autrement, c'est des livres sur les bis aussi. Alors, je vous les laisse feuilleter quelque part là si ça vous intéresse. Merci de votre attention. Armand, merci infiniment pour les magnifiques images, les histoires, pour tout ce que vous nous avez transmis de votre passion. Merci de m'avoir écouté. Ce que je trouve tout à fait intéressant et extrêmement concret, si différent de la conférence précédente, mais tellement concret, nous avons introduit à ce logos, à cette parole qui a formé la nature. Et c'est très beau de voir cette observation tellement patiente qui vous a permis d'en connaître les rythmes, la structure, aussi les défis, tous les efforts dont on a besoin pour réussir réellement à en faire ce jardin qui est fait pour l'homme. J'étais très frappé quand vous avez dit, au milieu de ce paysage qui est vraiment lunaire, en se penchant entre les pierres, on voit des choses magnifiques. C'est comme un symbole de votre observation. Et puis je voulais vous remercier simplement d'avoir accepté avec une telle spontanéité, tellement disponible à travers Alexandre, qui malheureusement n'a pas pu venir. Et puis je suis très heureux comme ça d'avoir pu vous faire connaître la famille élargie, pas seulement la famille de Père Alexandre ou de Sophie Bonnet, mais voilà. Merci. Merci encore.